Aujourd'hui, nous sommes ici pour la deuxième séance de notre cours sur la gestion de projet SSIE. Donc, et nous avons le formateur Nolive Memel qui est avec nous et qui va s'assurer de faire un exposé magistral et pour cet après-midi. Donc, je vous souhaite déjà bienvenue et bonne participation dans cette séance. Donc, Nolive. Bon, avant l'exposé magistral de M. Nolive, donc, est-ce que tout le monde ici a remis leur devoir, hein? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, je vous entends. Oui. Oui. OK. Nathalie, vous avez une question, hein? Madame Nathalie, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une question? Allô? Allô? OK. OK, merci. Monsieur Nolive, est-ce que tu es là maintenant, hein? Bon. Allô? OK. Et Madame Nathalie, Monsieur Germain et Monsieur Henri, je vois que vous avez levé vos mains. Oui, c'est parce que j'ai une question. Oui. Monsieur Henri? Oui, pour la première séance, j'ai raté la première séance. Est-ce qu'il y a une possibilité pour me rattraper? Il y a un lien déjà disponible sur la plateforme qui va vous permettre de la visualiser, hein. Ah, ok, merci. Est-ce que vous avez déjà accédé à la classe sur Google Classroom? Oui. OK. Le lien est déjà disponible là-bas. Ok, merci. C'est que tu as dit, quand est-ce qu'on va avoir le document, s'il vous plaît, pour effectuer des lectures ou encore, est-ce que vous pouvez nous donner des références bibliographiques par mail, je ne sais pas, par WhatsApp? Essayez de nous envoyer, je ne sais pas quand vous allez donner les documents ou encore, si vous n'allez pas donner les documents, mais des références bibliographiques. Peut-être qu'on Allô? va les avoir, s'il vous plaît. Oui, monsieur Teguet, vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand est-ce qu'on Oui, va je suis là. avoir... Oui. Quand est-ce qu'on va avoir les documents? Oui. Oui, on va les déposer directement sur Google Classroom. Donc, après la présentation de M. Nolive de cet après-midi, donc, et pour faire le devoir, vous devez avoir les documents. Donc, et immédiatement après cette présentation, et nous allons les déposer directement sur la plateforme. Ainsi que des références bibliographiques. Je pense que ce serait important que, en tant que gestionnaire de projet, on pourrait avoir quand même des références bibliographiques, des livres concernant le séminaire à lire au cours du séminaire ou encore après le séminaire, pour peut-être enrichir notre connaissance. Est-ce que vous pouvez nous donner des références bibliographiques, s'il vous plaît? OK, pas de problème. Vous les aurez. D'accord, merci. Après, en fait, il est important de savoir que, bon, j'essaierai de vous envoyer
des titres d'ouvrages par rapport à, voilà, à la gestion de projet des SI, mais majoritairement, ces livres-là coûtent cher de 1 et de 2, en fait, on ne les a pas en version PDF. Et il y a rarement des boutiques qui les ont. Donc, ça, c'est quand même difficile à trouver, mais je ferai l'effort de vous envoyer toute documentation nécessaire, en fait, voilà, qui vous permettra peut-être, voilà, d'approfondir le sujet. Voici ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut pas chercher le mieux possible de nous donner quelques documents PDF au hasard pour qu'on puisse commencer à lire, ou des documents docs, PDF, je ne sais pas, pour qu'on puisse lire via notre Android ou notre ordinateur, par exemple, des livres numériques ou Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On fera comme ça. Là, vous voyez le début de la présentation. Oui, oui. Ok, super. Là, comme ça, pour notre module dénommé la gestion de projet en SS2I. Donc, lors de la séance passée, notamment celle du vendredi, il était question de camper un peu le décor, de dire pourquoi est-ce que, voilà, on a voulu cette formation, de vous présenter les formateurs et de vous montrer en fait plus ou moins le déroulé de la formation quant à la pédagogie utilisée et surtout par rapport comment dire, aux travaux que nous allons mener dans le cadre de cette formation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu ce cours? C'est tout simplement faire de vous les meilleurs en termes de gestion de projet en SS2I. Donc, c'est-à-dire des chefs de projet qui sont capables de recueillir le besoin voilà, d'une entreprise, de le formaliser, de développer la solution idoine et enfin de délivrer dans le respect en fait, voilà, des normes de qualité, du temps et du budget en fait, le besoin, voilà, le besoin de notre client. Et c'est un peu dans cette optique-là que nous déroulons cette formation qui aura comme impact notoire par rapport aujourd'hui aux compétences que nous allons acquérir à la fin de la formation, qui sont tout simplement le fait de savoir rédiger des spécifications techniques et fonctionnelles, le fait de savoir rédiger un document de projet en bonne et due forme, le fait de pouvoir rédiger un cahier de test avec voilà, les différents cas de test à tester par rapport voilà, à ce qu'on développe et de pouvoir faire la recette d'un logiciel et d'une application avec tout ce qu'on appelle test de non-régression et tout ça. Et donc, voilà, ce sont ces éléments-là que nous allons côtoyer dans le cadre de la formation. Je tiens à vous rassurer sur le fait que la formation ne sera pas purement théorique. Il y a une partie qui est théorique dans le sens où pour pouvoir appliquer une connaissance, pour pouvoir démontrer un savoir-faire, il faut d'abord connaître la partie, tout ce qui est théorie, pouvoir appliquer dans le domaine dans lequel nous travaillons. Oui. Allô, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ok. Oui. Très bien, ok. Et donc, voilà. Et donc, c'est par rapport à cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Ok, donc dans le cadre de la formation, nous allons travailler en fait avec des chapitres qui ont en fait comme résultante de pouvoir atteindre un objectif quant à un projet mené en SS2I, d'accord? La première partie, le premier chapitre donc, que nous allons voir aujourd'hui assez rapidement, c'est les projets informatiques et le contexte. Aujourd'hui, nous allons faire un tour de table, comprendre plus ou moins quelques abréviations, quelques dénominations et tout ça dans le but de mieux cerner pour la suite voilà, de la formation les différents vocabulaires que nous allons utiliser et tout ça. Et donc, après cela, nous allons plus nous axer sur les principales étapes d'un projet SS2I. Aujourd'hui, dans un projet en SS2I, quelles sont les différentes étapes? Quels sont les acteurs qui interviennent à chaque étape? Quels sont les outils qui nous permettent de réaliser les tâches à chaque étape? Quels sont les livrables que nous devons
partie 2. S'il vous plaît, il faudra couper vos micros, s'il vous plaît. C'est très important, voilà, parce que sinon, ça crée de la cacophonie. C'est bon, merci beaucoup. Après, nous allons nous orienter sur les types et les cycles de développement de logiciels ou d'applications en informatique. Après, nous allons voir tout ce qui est planification, charge et budgétisation d'un projet, d'une intervention d'une entreprise SS2I. Nous allons voir aussi dans la continuité d'un projet, bien évidemment, l'exécution du projet. Et nous allons, voilà, tout au long de ce procédé-là, travailler avec des cas pratiques qui nous permettront, in fine, de pouvoir, voilà, acquérir de réelles compétences par rapport à ce métier. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? C'est clair pour tout le monde? Allô? Oui, c'est clair jusqu'à présent. Mais est-ce qu'on peut avoir le document? Comment? Est-ce qu'on aura le document, s'il vous plaît? Oui, oui, je vais vous le transférer dès que ma machine... Voilà, dès que ça s'allume, je vous le transfère. Vous l'aurez aujourd'hui, tout compte fait. Vous l'aurez aujourd'hui. Très bien. Donc, après moi, ma présentation, voilà, on va la sauter parce que, voilà, je me suis déjà présenté lors de la première séance et tout ça. Donc, comme je vous le disais, nous aurons de la théorie, des ateliers, des workshops. Voilà, vous allez créer des groupes de travail et par la suite, on va vous encadrer de façon très rapprochée pour pouvoir vraiment, dans le but de vous faire acquérir en fait les compétences que nous recherchons. D'accord? Et à la fin, nous aurons une présentation des travaux menés dans le cadre de ce cours-là. OK. Donc, une chose, c'est que vous aurez à former des équipes. Là, si je ne Montreuil, aujourd'hui, nous avons combien de participants? 27. 27. Donc, 27, si nous faisons Alors, 5... je n'entends pas trop bien. Il a du coupure dans votre Comment? on va essayer d'enlever votre micro. Je ne vous entends pas. Allô? Ok, bon. Je crois que c'est... Voilà, donc nous aurons des équipes à former dans le but, voilà, d'appliquer toute la théorie qu'on aura dans le cadre de ce module-là. Et donc, il y a le premier point, le premier projet qui ici, voilà, des personnes sont intéressées pourront juste répondre dans le cadre de la Classroom Google. Voilà, groupe 1. Donc, le groupe 1 sera chargé de travailler sur une application de recherche d'emploi par matching. D'accord? Le groupe 2 sera chargé de travailler sur une application de mobile money multi-opérateur. Le groupe 3 sera chargé de travailler sur une application de suivi de livraison. Le groupe 4 sera chargé de travailler sur une application de signalisation des biens publics endommagés. D'accord? Et donc, on aura 3 groupes, voilà, 4 groupes à former. Et donc, je laisse vraiment le choix aux participants de s'orienter dans un groupe en fonction de où est-ce qu'ils se sentent mieux. Très bien. Donc, vous n'avez qu'à mettre le numéro de votre groupe dans la Google Classroom pour que après le suivi se fasse et que nous puissions débuter assez rapidement les travaux, voilà, les travaux dans le cadre de ce module-là. Alors, donc, voilà. Donc, c'est un peu, aujourd'hui, je vous ai présenté l'organisation, comment est-ce qu'on va la faire. Et puis, voilà, on vient au point crucial. Aujourd'hui, je vous pose la question, donc voilà, un volontaire pour me dire aujourd'hui, pour lui, qui devient chef de projet. Allô? Allô, Patricio? Oui, je peux continuer? Oui. Allez-y. Un chef de projet, c'est quelqu'un d'abord qui a du leadership, qui se fixe un objectif jusqu'à l'atteinte de la réalisation de son projet. Donc, c'est quelqu'un d'abord qui doit se fixer un objectif avec ses aptitudes surtout pour voir comment il peut arriver à atteindre son objectif.
Très bien. Très bien, très bien. Donc, en résumé, un chef de projet, c'est quelqu'un qui a du leadership, qui est capable de tirer une équipe. C'est quelqu'un aussi qui a une orientation résultat, dans le sens où, voilà, il fait tout pour atteindre ses objectifs. Donc, les objectifs donnés dans le projet. Et voilà. Et donc, pour moi, le point le plus important, c'est de se dire aujourd'hui que tout le monde peut être chef de projet à une seule condition, d'avoir la volonté pour y arriver. Voilà, c'est tout. Pour moi, tout le monde peut être chef de projet à une seule condition, de se donner tous les moyens pour voilà, réellement assurer la réussite voilà, de son projet. Donc, ce petit mot me permet de vous dire bienvenue. Et voilà, bienvenue dans ce module qui, pour moi, je l'espère, en tout cas, vous permettra d'avoir toutes les compétences aujourd'hui requises pour pouvoir exceller dans le domaine de la gestion de projet des SI. Donc, nous allons parler, comme je vous le disais, du chapitre 1, qui est le projet informatique et son contexte. Comme nous le disions la dernière fois, c'est qu'un projet, les projets informatiques, ou bien le management de projets informatiques, c'est tout simplement l'application des règles de gestion au domaine des projets et à applicatif en fait de l'informatique. Et donc, en gros, ce n'est tout simplement qu'aujourd'hui, les grands penseurs ont donné une façon voilà, de traiter des sujets, de réfléchir, de travailler en fonction voilà, de ce qu'on fait. Et par rapport à ça, aujourd'hui, le domaine de la gestion de projet a développé également ces méthodologies de travail, ces outils de travail. Et c'est un peu de tout ça que nous allons parler, tout simplement. Nous allons plus nous axer aujourd'hui sur tout ce qui est gestion de projet informatique. Alors, donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la MOA? Pas vraiment. Pas vraiment. OK. Donc, en fait, dans le jargon informatique, on a plusieurs acteurs, d'accord? On a la MOA, on a la MOE et on a la AMOA. Et donc, en fait, la MOA, la plupart du temps, dans le contexte des SS2I, la MOA, c'est le métier, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise, en fait, qui fait appel à une société de services en ingénierie informatique pour réaliser un besoin. Notamment, c'est une entreprise qui veut quelque chose, mais qui ne peut pas la faire. Tout simplement parce qu'elle n'a pas les compétences, parce que ce n'est pas son cœur de métier, si vous le voulez, ou tout simplement parce que, voilà, elle n'est pas en capacité de le faire. Et dans ce cas-là, c'est elle qui a la connaissance métier, la connaissance fonctionnelle sur laquelle nous allons nous baser pour pouvoir développer, pour pouvoir informatiser un process, pour pouvoir informatiser, voilà, développer un produit, un service et tout ça. Et donc, la MOA, pour faire court, c'est ce qu'on appelle en fait de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, la MOA permet en fait, voilà, c'est la connaissance fonctionnelle, c'est la connaissance métier. Donc, dans la définition que j'ai donnée, en un mot, c'est celui qui veut, mais qui ne peut pas faire par manque de compétences techniques. Donc, mais de façon soutenue, la MOA correspond au client qui a besoin d'une application, mais qui n'a pas les compétences pour la réaliser par lui-même. C'est bon? Il faudrait que ces thèmes-là soient vraiment très clairs chez vous, parce qu'en entretien, si on vous demande en fait soit qu'est-ce que la différence entre la MOA et la MOE, et que vous n'êtes pas capable de définir ces deux éléments-là, ça va poser un gros problème. Donc, il faudrait que ce premier point soit clair pour vous. Comment pouvons-nous définir MOA? C'est la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, en fait, c'est la connaissance métier, c'est la connaissance fonctionnelle. Ok, merci. Voilà, très bien. Après, donc, quand j'ai parlé de la MOA, j'ai fait référence à un autre acteur. Allô, M. Daniel? Oui. M. Daniel, est-ce qu'on va avoir ces documents? Oui, je vous l'enverrai à la suite du cours. C'est bon? La peine de copier, on va les avoir, d'accord, merci. Oui, vous allez les avoir. Est-ce que pas la peine de copie? D'accord, merci. Voilà, donc à la fin du cours, vous l'aurez, ok?
Très bien. Donc, quand je parlais de la MOA, je faisais référence aussi à un autre acteur qui, lui, en fait, a, comme je vous le disais, en fait, la MOA connaît le métier. On connaît, en fait, l'aspect fonctionnel. Comment ça fonctionne? On prend tout simplement un exemple de quoi, par exemple, d'une société de comptabilité, d'accord? Une société de comptabilité qui est réputée dans le fait, voilà, de gérer les comptes de plusieurs entreprises. La société en elle-même, son cœur de métier, c'est la comptabilité. Donc, pouvoir gérer les comptes et faire les états financiers et tout ça. Par contre, si cette entreprise-là veut développer un outil informatique permettant de traiter, d'automatiser sa gestion, elle fera appel à ce qu'on appelle une entreprise de développement ou une entreprise d'ingénierie en informatique, donc qui a l'expertise technique. Cette entreprise-là, dans le jargon informatique, on l'appelle en fait la maîtrise d'œuvre ou le maître d'œuvre. En fait, c'est une personne physique ou morale qui a une expertise technique en informatique capable de réaliser l'ouvrage demandé par un client. C'est bien? C'est bon pour vous? Est-ce qu'on est toujours aligné? Très bien. Donc, ça me permet maintenant de faire un petit zoom sur ce qu'on appelle la MOA. En fait, est-ce que vous pouvez prendre pour moi, s'il vous plaît? La MOE. La MOE, c'est tout simplement, en fait, la ressource qui a l'expertise technique pour réaliser le besoin de la MOA. C'est bien. En fait, si vous voulez, le schéma, tout simplement, c'est que la MOA a un besoin, la MOE réalise le besoin. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. Donc, la MOA a la connaissance métier, la MOE a la connaissance technique, et c'est les deux, en fait, voilà, qui permettent de réaliser le besoin. Mais dans bien des cas, il arrive que, tout simplement, la MOE et la MOA n'arrivent pas à communiquer. Parce que c'est deux entités différentes qui évoluent dans des secteurs différents et qui n'ont pas toutefois le même langage. D'accord? Donc, tout simplement, il y a une personne tierce, une entité tierce qui vient pour essayer de canaliser plus ou moins le flux informationnel entre les deux entités dans le but de le rendre fluide pour en fait, voilà, pour l'usage en fait de ces deux entités, donc de la MOA et de la MOE. Cet acteur-là, on l'appelle l'AMOA. L'AMOA est tout simplement ce qu'on appelle l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est quelqu'un qui a une connaissance technique et qui a une connaissance métier suffisamment solide pour pouvoir traduire, en fait les informations émanant de la MOA vers la MOE et dans le sens inverse. Est-ce que c'est clair pour vous? Non, répondez pour moi, s'il vous plaît. Non, c'est pas trop clair. Comment? Et c'est pas trop clair pour moi. C'est clair. Désolé, en fait, c'est de nouveaux termes. Après, bon, vous allez vous familiariser à ça. En fait, donc, je vous donne un exemple. OK, on a la société TECED qui est spécialisée en comptabilité. On a la société, je crée un nom, Divex, qui est spécialisée en ingénierie informatique. TECED, spécialisé en comptabilité, veut un logiciel capable de faire automatiquement les états financiers. D'accord? L'entreprise Divex, chargée de la réalisation du besoin de TECED, ne comprend pas le jargon comptable. Donc, ne sait pas en fait quels sont les éléments qui permettront de réaliser l'ouvrage. Donc, l'entreprise Divex chargée, donc la MOE, va faire appel à une personne tierce appelée l'AMOA, qui lui comprend et le secteur comptable
et le secteur informatique dans le but de faciliter l'échange entre la MOA et la MOE. Donc, tout simplement, la MOA, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. J'ai une question. Oui, allez-y. Oui, est-ce que la MOA doit faire partie nécessairement, est-ce que la personne qui doit intervenir doit être extérieure, du moins peut faire partie de la MOE ou du moins la MOA? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est une personne extérieure qu'on fait est-ce que la personne doit être nécessairement extérieure pour qu'on l'appelle pour pouvoir communiquer entre la MOA et la MOE, ou du moins la personne peut être à l'intérieur de la MOE si la connaissance technique et le savoir? Oui, oui. En fait, dans les sociétés de services en ingénierie informatique, on a dans bien des cas, en fait, les deux profils qui y sont. Donc, des développeurs purs et durs et des gens qui font de la MOA. Donc, ils sont capables de inscrire les besoins de la MOA. Mais ce n'est pas dans tous les cas qu'on fait forcément à ces personnes-là. Monsieur? Oui, allô? À l'extérieur. Oui, je vais parler, monsieur. Oui. Oui, Alors? on t'écoute. Alors? Alors? Oui, nous vous écoutons. Oui, alors si je comprends, la MOA, c'est une synthèse entre MOE et MOA? C'est bien ça, c'est bien ça. Ok, d'accord. Merci. Je comprends. Alors, Donc, c'est une façon de faire les deux autres communiquer entre eux. Ok, très bien. Donc, voilà, si tout est clair avec ces trois premières définitions, nous pouvons continuer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à des incompréhensions quant à la façon d'interagir de ces acteurs-là? Si oui, voilà, vous pouvez les poser maintenant. Oui, monsieur, vous avez dit que la MOA est une entreprise à part entière? Oui, la MOA est une entreprise qui a besoin d'un service informatique. Non, la MOA, c'est l'intermédiaire qui communique la MOA et la MOE. La MOA, en fait, La MOA, oui. Est-ce que la MOA est une entreprise à part entière? Oui, la MOA est l'intermédiaire. La MOA est l'entreprise qui a un besoin et la MOE est l'entreprise qui est capable de réaliser le besoin. Non, je parle de la AMOA, la MOA. Et c'est quoi votre incompréhension par rapport à ça? Oui, l'intermédiaire. Je vous demande, est-ce que c'est une entreprise à part entière? Non, ce n'est pas une entreprise. C'est pas dans tous les cas en fait que vous avez la MOA qui est une entreprise. Souvent, quand le secteur il est complexe, par exemple le secteur de l'armement, souvent il y a des sociétés en fait qui sont spécialisées en la MOA. Donc, qui aident en fait souvent les États à pouvoir comprendre et à pouvoir, maîtriser leurs besoins en système de sécurité, en armement et tout ça. Mais dans les sociétés industrielles et dans les sociétés de services, tout simplement, la MOA est une personne qui, bon, dans la plupart des cas, en tout cas de ce que moi j'ai vécu, la MOA est bien présente dans les entreprises en fait dans les sociétés d'ingénierie informatique. Donc c'est pas toujours en fait que tu as la MOA qui est une personne externe en fait. Souvent ils sont dans le secteur, voilà, dans la même entreprise informatique qui est chargée de réaliser l'ouvrage, et on fait appel à eux quand on sent qu'il y a des difficultés d'échange avec le client. Merci, c'est clair. Donc, c'est un métier qui, pour le pratiquer, il faudrait avoir suffisamment de connaissances en informatique et suffisamment de connaissances dans le métier.
C'est bon? Bernard, est-ce que vous avez Ça une va très question? bien, merci. Oui. Oui, je l'ai. Ok. Donc, Monsieur Daniel, je vous remercie, mais je voulais avoir une définition pour l'AMOA et comme sigle. L'AMOA, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Oh, ok, merci. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage. C'est ça. Ok. Très bien. Comme vous le voyez hein, dans la présentation, je n'ai pas défini les éléments tout simplement pour que vous essayiez de forcer en fait la compréhension. D'accord? Donc voilà, c'est des éléments que voilà, quand vous oubliez, vous serez obligé d'aller faire des recherches. C'est ce qui va vous permettre en fait voilà, de stimuler votre appétit pour le domaine de la gestion des projets en SS2I. Alexandre, est-ce que vous avez une question aussi? Comment? Non. Ok. C'est ça bon pour moi. Hello? Oui. Oui, quand vous dites que la MOA, c'est l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, est-ce que ouvrage en termes de connaissances ou du moins? Comment? Est-ce que ouvrage, c'est en termes de connaissances? Puisque la MOA, c'est celui qui maîtrise la technique. Est-ce que la MOA, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est en termes de connaissances? Oui, comme je le disais, en fait, la MOA est entre la MOA et la MOE. Donc, a des connaissances dans le domaine informatique et dans le domaine du métier. J'ai une question. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Je veux savoir, est-ce qu'une entreprise peut être à la fois un MOA et un MOE? Je veux dire par là, est-ce que cette entreprise-là peut avoir un besoin et si à l'intérieur de cette même entreprise-là, il y a des gens qui ont la capacité de satisfaire ce besoin, est-ce qu'on peut dire que cette entreprise-là est à la fois un MOA et un MOE? Oui, on a ce type d'entreprise-là, notamment, je peux vous donner l'exemple de Bouygues Télécom. Je peux vous donner l'exemple de quelle autre entreprise? Est-ce qu'on peut prendre Amazon comme un type d'entreprise aussi? Comment? Amazon. Amazon, je ne connais pas vraiment leur structure, mais mais je crois que, bon, je sais pas, je connais pas vraiment leur structure. Voilà, je ne vais pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais vous avez l'exemple de Bouygues, vous avez l'exemple de Apple, vous avez l'exemple de... Après Apple, oui, je crois que oui, Apple, c'est eux qui développent le... C'est ça. Et donc, voilà, vous avez l'exemple de Apple, tout simplement. Donc, Apple, en fait, dans le cadre, si vous prenez par exemple le projet du iPhone 11, il a été, par exemple, pensé par une équipe de designers, par des équipes métiers, utilisateurs, des équipes UX design et tout ça. Et après, ça a été transmis maintenant, voilà, à une équipe chargée de réaliser l'ouvrage, de réaliser le téléphone tel qu'il est, et tout ça dans la même entité. Souvent, ils font appel, en fait, voilà, à des prestataires externes pour réaliser certaines tâches, mais si on prend dans le grand ensemble, on peut voir une entreprise comme Apple qui est capable d'avoir et de la MOA et de la MOE dans la même entité. Ok, merci. Très bien. Très bien, ok. Donc, là, ça nous permet d'aborder aujourd'hui le point sur le cycle de vie d'un logiciel. Le logiciel, en fait, comment est-ce qu'un logiciel vient... Monsieur Daniel? Oui. Je peux vous demander une chose? Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une possibilité d'agrandir votre écran pour qu'on puisse voir les écritures de façon normale? Je vais essayer une minute.
Ok, comme ça. Là, mon ordinateur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Oh, ok, Alors? sorry. Oui, allô? Oui, Monsieur Daniel. Oui. Oui, c'est Souffrant Renel. Une question, s'il vous plaît. Vous avez défini le MOA et le MOE, mais vous avez seulement défini les lettres M et O et les lettres A et E qui terminent le MO. Il signifie quoi? Oui. Oui. À mon écran, c'est compliqué. Je n'arrive pas à le faire parce que je suis en fait sur le téléphone parce que l'ordinateur a un problème. C'est vraiment... Ok, je ne sais pas, est-ce que là, c'est mieux? Un peu plus. C'est mieux comme ça. Et c'est mieux comme ça. Ok, d'accord. Pour le sigle, donc, si vous pouvez noter, je ne sais pas si le cours il est enregistré, mais pour le sigle MOA égale maîtrise d'ouvrage. D'accord? Le A, en fait, le M, c'est pour la maîtrise et OA, c'est pour l'ouvrage. C'est bon? MOE, maîtrise d'œuvre. Et MOA, c'est assistance à la maîtrise d'ouvrage. On est clair, c'est bon? Oui, monsieur Daniel, c'est bon, merci. Le MOE pour moi, reprends pour moi, monsieur. MOE, MOE. Allô? 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 Oui. Reprends pour moi, MOE. Monsieur Alexandre? Oui, reprends pour moi, MOE, la définition des MOE. C'est la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre. Alors, il faut noter que vous aurez le document et la vidéo à la fin du cours sur la plateforme de Google. Alors, ne vous inquiétez pas pour les images ou autre chose que vous n'avez pas trop bien fait. Ok, très bien. Donc, on va aborder rapidement. Il est important qu'on aille un peu vite. Je n'ai pas l'heure, j'arrive pas à avoir l'heure. Il nous reste combien de temps pour la séance? Environ 36 minutes. Il nous reste 7 minutes. Environ 36 minutes. J'entends pas. 6 minutes. 10 minutes. 3h30. Il nous reste 30 minutes, monsieur Ménel. Ok, d'accord, très bien. Bon, on va aller un peu. Donc, 36 minutes. Un logiciel. En fait, on va prendre un exemple tout simple et on va expliquer chaque phase. Vous êtes dans votre environnement, vous êtes au travail, à la maison, et vous remarquez que voilà, on fait des tâches répétitives. Vous comprenez? Par exemple, quand je me lève le matin, je me brosse les dents. Tout simplement, quand je lève le matin, je pense que tout le monde le fait. La première des choses pour la plupart des gens, c'est de regarder leur smartphone pour voir les messages, pour voir les mails. Donc, smartphone, après, on se brosse les dents, après, on prend sa douche, petit déjeuner et après, on part au boulot. Et donc, quand je me rends compte après que tout ce que je fais, en fait, c'est de façon répétitive, je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne ferai pas une application qui va me faire la moitié de ce que je fais sans pour autant me dépenser en fait mon énergie pour réaliser ces tâches futiles-là. Et donc, c'est comme ça, en fait, que voilà, une idée de projet, un logiciel vient. Et donc, c'est ce qu'on appelle la phase d'idéation. Donc, le fait de poser un constat, d'identifier une problématique et de se dire que voilà, j'ai une idée pour résoudre cette problématique. C'est la phase d'idéation. Donc, dans cette phase, on est tout simplement, attendez, voilà, on est dans la phase d'idéation, on a la naissance de l'idée. Dans la première phase, on a des échanges et des discussions avec nos collègues, avec notre environnement par rapport à l'idée que nous avons trouvée
par rapport à l'idée, voilà, la solution à la problématique identifiée. Et après, on a en fait, si oui ou non, notre idée, elle est acceptée, elle est partagée de part et d'autre. Et donc, quand votre idée est acceptée, c'est que quelque part, elle a du potentiel, n'est-ce pas? Pour une idée qui a du potentiel, ce n'est pas encore fini parce qu'il y a toute la phase de compréhension approfondie du besoin, de la solution, dans le but de répondre à la question de comment est-ce que je le fais, avec quoi, quand, avec qui, et ça va qu'est-ce que ça va me demander en termes de... Est-ce que vous pouvez voir pour moi les phases, s'il vous plaît? Allô? Si je suis un peu rapide, vous pouvez me dire, hein, je vais essayer de ralentir la cadence. C'est mieux comme ça, c'est mieux. C'est bien. OK, donc je reprends. Face à une problématique, on identifie une solution. Cette solution, une fois qu'elle est identifiée, c'est comme c'est comme un déclic. Donc, on a la naissance de l'idée. Après, on est pris dans ce qu'on appelle l'échange et la discussion par rapport à l'acceptation ou non de notre idée. Et tout simplement, on va toujours se renseigner, voilà, aller vers nos collègues, aller vers nos amis pour dire, écoute, tiens, moi, je vis telle situation, par rapport à ça, j'ai telle problématique et je pense qu'en mettant ça en place, ça nous permettra tout simplement de résoudre, voilà, de résoudre le problème. Et donc, une fois que votre idée, elle est acceptée, vous avez tout simplement, vous avez fini la première phase dans le domaine des projets, dans le développement de projets. C'est-à-dire qu'à partir du besoin identifié, la solution est acceptée par tous et génère quelque part de l'ambition ou bien un intérêt pour les différentes parties. Une fois qu'on a fini cette partie, il nous faut approfondir la solution que nous avons trouvée dans le but de comprendre toutes ces interactions et de résoudre, de pouvoir dire clairement comment est-ce qu'on le fait, combien est-ce que ça nous coûte, quand est-ce qu'on le fait, avec qui et avec quoi. D'accord? C'est bon? Donc, une fois qu'on finit avec la phase d'idéation, donc la phase de séduction, on note maintenant dans ce qu'on appelle la phase de cadrage. Le cadrage, c'est tout simplement des activités qui permettent de comprendre de façon très détaillée le besoin, la solution et dans le but d'identifier plusieurs solutions si la solution n'a pas été identifiée. Mais dans cette phase-là, il y a quatre parties essentielles. La première, c'est l'étude d'opportunité. Donc, suite à la phase d'idéation, il y a ce qu'on appelle une étude d'opportunité qui consiste tout simplement à décrire de façon brève, de façon sommaire, notre problématique, notre solution, de voir plus ou moins de façon vraiment très macro les différentes itérations par rapport à la problématique et par rapport à la solution qu'on envisage. Et c'est cette partie-là, c'est cette étude d'opportunité qui, si est validée, voilà, va demander maintenant ce qu'on appelle l'étude technique, en d'autres termes, l'étude de faisabilité de la solution. D'accord? Super. Donc, si c'est compris, c'est bien. Donc, on retient que quand on a une problématique au boulot, à la maison, on a ce qu'on appelle le déclic, qui est la phase d'idéation, qui consiste à ce qu'on trouve une solution, on discute de la solution, on l'affine et elle est acceptée. Par la suite, on fait une étude d'opportunité pour pouvoir voir de façon macro et sommaire qu'est-ce que la solution va me faire, qu'est-ce que ça va me coûter. Et par la suite, une fois que ce plan il est validé par le sponsor ou par la personne chargée de financer voilà, votre projet, on passe maintenant à ce qu'on appelle l'étude technique ou l'étude de faisabilité. D'accord? Et maintenant, on va sauter rapidement le point sur la budgétisation et la planification parce que ça fera l'objet de d'un chapitre en fait détaillé. C'est bon? Donc aujourd'hui, notre focus, ça sera sur l'étude d'opportunité, l'étude technique. C'est bon? Oui. Super. Donc,
Ça, c'est un point que, voilà, les points clés, vous allez les lire quand, voilà, quand vous aurez le support. D'accord? C'est à usage, en fait, personnel. C'est bon? C'est bon. OK. Donc, comment est-ce que se passe réellement une phase de cadrage? Une phase de cadrage, en fait, moi, dans le cadre de mes projets, je les mène de 3 façons différentes. D'accord? Je les mène, en fait, voilà, en faisant des entretiens avec les métiers, en menant des activités pour comprendre des points ou éclaircir des zones d'ombre et en faisant beaucoup de lectures. OK? Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, dans l'entretien, ça vous permet d'avoir une idée plus approfondie de ce que le métier pense, de ce que le métier comprend par rapport au projet et de comment est-ce qu'il voit la solution, d'accord? Les ateliers vous permettent par rapport, par exemple, à des demandes, à des besoins qui sont assez flous de la part qui reçoivent des entretiens, d'approfondir et de faire valider par tout le monde le principe selon lequel on est d'accord sur telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Et après la lecture, parce que vous devez vous familiariser au métier, voilà, au métier avec lequel vous travaillez. Et il est très important de lire dans le but de nous aussi augmenter notre bagage intellectuel et notre capacité à pouvoir comprendre le métier. C'est bien, quand je dis le métier, je dis c'est la MOA, d'accord? Quand je dis le métier, c'est la MOA. Il faut toujours garder ça en tête. OK, donc il est très important aussi que vous sachiez que dans le cadre des développements de logiciels, le contenu des applications est décrit à 3 moments de son cycle de vie. Au moment de l'appel d'offres, au moment de la réponse à l'appel d'offres et au moment du démarrage de projet. Au moment de l'appel d'offres, c'est la première description du contenu de l'application ou du logiciel. D'accord? Donc, c'est le premier point dans lequel, en fait, suite à la phase de cadrage, vous allez définir, en fait, tout ce que vous voulez. La MOA va dire, OK, moi, je veux une application qui est capable de me faire ça, ça, ça et ça et ça. D'accord? Quand vous allez faire l'appel d'offres, les sociétés d'ingénierie, les MOE, vont répondre en vous disant qu'il est possible de faire telle chose en informatique et telle chose, il n'est pas possible de la faire. Il est possible de rédiger telle chose de telle manière et non de telle manière. Et encore, à ce moment-là, le contenu de l'application va également évoluer. D'accord? Et la dernière phase, en tout cas dans les entreprises structurées, c'est au démarrage du projet où nous allons, voilà, formaliser pour la dernière fois le contenu de l'application. C'est bien? Oui. OK, OK. Donc, en principe, on va sauter la réunion de lancement. C'est un atelier pratique suite à la formation des groupes. Et voilà, on va reporter cette réunion de lancement-là à la séance prochaine pour pouvoir vous mettre aujourd'hui dans le cadre d'une entreprise, voilà, d'une entreprise SS2I qui va rencontrer ses partenaires suite voilà, aux différentes étapes et au fait qu'elle a été retenue pour développer, voilà, un ouvrage et vient présenter comment est-ce que le projet va se mener, quels seront les développeurs mis à contribution, quel sera en fait le plan de travail et tout ça. Donc, on va reporter cette réunion-là, d'accord? OK, donc dans la phase de réalisation, on a 3 activités majeures. On a en fait le suivi et le contrôle du projet, donc qui nous permet en fait de garder un œil sur la réalisation des tâches et de vérifier la réelle exécution de ces dernières. Désolé. Suivre le planning, parce qu'il faut suivre avec rigueur le planning de sorte à éviter des surprises. Parce qu'en fait, vous savez tout simplement que dans les sociétés d'ingénierie, vous êtes payé au jour homme. D'accord? Donc, plus vous durez sur le projet, si vous ne suivez pas, et qu'on a dit que, vous avez dit que le projet doit faire 175 jours hommes, d'accord? Et que de par votre faute, le projet va faire 250 jours hommes, il y a de fortes chances en fait que vous soyez viré et ou qu'on vous arrache le projet. Vous comprenez?
Après, le dernier point, c'est le budget. Donc, comme je vous le disais, on va y travailler de façon plus sérieuse dans le cadre du chapitre 4. Très bien. La phase de production, donc dans le cycle d'un logiciel, il y a la phase de réalisation. Donc, dans la phase, on a fini de conceptualiser, de valider avec toutes les parties prenantes le concept, les étapes et tout ça. On réalise l'ouvrage dans la phase de réalisation avec le suivi de la qualité, des livrables qui doivent être délivrés et tout ça. Et par la suite, on passe maintenant à la phase de production. La phase de production, moi, je la sépare en 3 phases. Il y a la phase de pré-production. Donc, en fait, c'est que en informatique, il y a ce qu'on appelle les environnements. Les environnements, en fait, ce sont des représentations de l'activité quotidienne de l'entreprise, bon, qui sont en fait, c'est des espaces dans lesquels vous avez toutes les applications qu'utilisent les entreprises et dans lesquelles, en fait, voilà, vous devez tester est-ce que le logiciel que je développe fonctionne bien, cohabite avec l'environnement, les serveurs et tout ça. D'accord? Donc, dans cette phase de pré-production-là, on va quitter la base de développement, donc le secteur dans lequel on développait, pour intégrer maintenant notre logiciel dans une base de pré-production qui ressemble assez à l'environnement utilisé par l'entreprise dans le cadre de ses activités journalières. D'accord? Quand on finit cette phase-là, si elle est concluante, donc il y aura des tests à mener dans cette phase. Si elle est concluante, on passe maintenant à la mise en production. La mise en production, il faut retenir qu'il y a 2 types de mise en production. Il y a la mise en production technique et à la mise en production fonctionnelle. La mise en production technique, c'est le fait tout simplement de déporter dans l'environnement de production le développement informatique du logiciel qui a été fait. Et la mise en production fonctionnelle, c'est de s'assurer que la mise en production technique peut être faite à condition que le métier qui doit utiliser cette fonctionnalité-là la maîtrise et que la conduite du changement ait été faite avec ce métier-là. C'est compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que je revienne sur quelque chose et tout ça? Comment? C'est pas trop clair. C'est clair, super. Et donc, Non, je ne on a comprends pas maintenant la tellement. phase. Allô? Allô? Je voudrais ajouter quelque chose. Je ne comprends pas tellement les étapes. Donc, vous sortez de la phase d'idéation, phase de cadrage, ensuite phase de C'est pas production. trop clair. Vous pouvez reprendre. Oui, je disais que... Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, ok, je ne comprends pas trop les étapes. Donc, vous sortez de la phase d'idéation, ensuite de la phase de cadrage, donc phase de production. Donc, et dans le slide précédent, et je ne voyais pas que c'était aligné comme ça. Non, en fait. Je suis un peu perdue. Vous avez. Oui, je vous réexplique tout simplement. On a 5 phases. En fait, je remets juste la slide. Je remets la slide. Ouais, oui, ici. En fait, voilà, Oh, okay. vous avez la phase d'idéation, la phase de cadrage, la phase de validation, la phase de réalisation et la phase de production. D'accord? Et donc, quand on quitte la phase d'idéation, on vient dans le cadrage pour approfondir ce qu'on a trouvé comme solution dans la première phase. Dans la phase de validation, une fois qu'on a fini de tout approfondir, on a défini le budget, le planning, les ressources et tout ça, on vient présenter tout ça à notre MOA pour dire, OK, par rapport à votre besoin, voici comment nous pensons réaliser ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils disent oui, c'est ce qu'on appelle la réunion de lancement, le kick-off. D'accord? Dans le jargon des projets, on l'appelle le kick-off. Et donc, cette réunion de lancement-là, elle est faite avec la MOA. D'accord? Mais son support est le document projet sorti de la phase de cadrage. Vous comprenez? Ok, si je comprends bien, c'est dans la phase de cadrage qu'on rédige le projet. C'est ça. Oh, ok, d'accord.
Très bien. Super. OK. Donc, après, nous avons maintenant la phase de réalisation. OK. Après la phase de lancement, quand vous faites la réunion et qu'il vous dit, OK, nous sommes d'accord avec le principe, vous pouvez, voilà, commencer le développement. On passe à la phase de réalisation. Et après, on passe à la production. Parce qu'on a fini de réaliser l'ouvrage et on est OK. C'est bon? Très bien. OK. Et donc, voilà. Et donc, dans la post-production, après avoir développé, produit tout, on a ce qu'on appelle la garantie de l'application logicielle. Donc, c'est une période durant laquelle l'entreprise qui a développé l'ouvrage, le logiciel, l'application, assure la maintenance applicative de l'ouvrage durant un temps déterminé. OK? Et par la suite, quand le temps arrive à échéance, il y a ce qu'on appelle le contrat de maintenance qui est signé entre la société MOA et la société MOE dans le but, voilà, de continuer la maintenance applicative voilà, la maintenance de l'application. C'est bien? Oui, c'est bien, mais j'aimerais avoir plus de détails et surtout de la phase de validation, de la phase de avant la phase de validation, je me souviens. Donc, c'est pas trop détaillé. Vous dites? De que j'aimerais avoir. C'est pas trop détaillé et les trois dernières phases. Dans la phase de production. Vous revenez là-dessus après, dans les prochains cours? Oui, oui, oui. En fait, ces éléments-là, c'est vraiment des choses, c'est pour vous donner en fait une lecture. C'est-à-dire, c'est pour vous préparer en fait à ce que vous allez faire. Parce que ces éléments-là, vous n'allez pas les apprendre par cœur, vous allez les traiter, vous allez les vivre. Ok, d'accord. Voilà. Mais pour vous permettre, voilà, voilà, pour de mieux comprendre, on reprend tout simplement pour dire que un logiciel, il se développe en 5 phases. La première phase, c'est la phase d'idéation dans laquelle on a la problématique, on l'identifie et on voit de façon macro, de façon de grande échelle, en fait, une solution possible. À la fin de ça, on passe maintenant à la phase de cadrage qui est tout simplement le fait de pouvoir approfondir la problématique afin de trouver tous les éléments connexes et annexes qui rentrent en ligne de compte dans le but d'identifier une solution réelle, d'accord? De pouvoir répondre à la question de combien, quand, où, comment, avec qui, et voilà, c'est dans le but de répondre à ces questions-là. Et cette phase-là vous permet d'avoir un document qu'on appelle le plan projet. Le plan projet, il vous servira de guide dans toute la phase de réalisation et de développement de l'ouvrage. À la suite de ça, quand vous finissez de développer, quand vous finissez de faire le logiciel, vous devez maintenant venir l'intégrer dans le système d'information de l'entreprise qui vous a demandé le besoin. Donc, cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la phase de mise en production. Cette phase de mise en production, elle se distingue en 3 étapes. La première étape, c'est la pré-production, qui consiste à mettre dans un environnement qui ressemble à la production, en fait, le système habituel de l'entreprise, ce que vous avez développé pour voir est-ce qu'il s'adapte, est-ce qu'il coordonne, il cohabite bien avec toutes les applications dans le système d'information. Il y a la phase de production, qui est le fait maintenant de déporter ce que vous avez déployé dans la phase de pré-production à la suite des tests de non-régression qui ont été validés et des tests supplémentaires, voilà, qui seront demandés ou non par la MOA. Et ça, vous la mettez maintenant dans le système d'information que l'entreprise utilise toujours. Et après, il y a la phase de post-production qui consiste à suivre ce que vous avez développé pour voir est-ce que ça marche toujours, est-ce qu'il n'y a pas des bugs, est-ce qu'il n'y a pas une régression et tout ça. Une régression, par exemple, c'est quoi? C'est que vous développez quelque chose qui est censé faire une chose, mais qui, au bout du compte, en fait, ne la fait plus ou la fait mal. C'est ce qu'on appelle, c'est ça une régression. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, c'est clair. Super. Très bien. Donc, on a fini le chapitre 1. On a fini et on est dans le temps, je l'espère. Donc, maintenant, il est question aujourd'hui de choisir vos groupes.
Donc, il y a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. Il ne faut pas avoir plus de 8 personnes dans un groupe. Dans le groupe, on aura le chef de projet. Après, je vais organiser les groupes en fonction de ce que je verrai. Mais il faudrait, voilà, dès que, voilà, si vous pouvez le faire maintenant, allez choisir votre groupe en fonction du projet sur lequel vous voulez travailler. Je vais mettre le projet tout de suite, je les remets. OK, les projets, c'est l'application de recherche d'emploi par matching. C'est un projet d'application de mobile money multi-opérateur, un projet de suivi de livraison et une application de signalisation des biens publics endommagés. Ce sont les 4 projets sur lesquels on va travailler dans le cadre de ce module. Donc, il faudrait dès à présent dans le Google Classroom choisir en fait votre projet sur lequel vous voulez travailler dans le but de constituer vos équipes et pour que nous puissions démarrer dès cette semaine la phase pratique de cette formation. Ok, d'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui. Oui, j'allais dire, je vous écoute. Allô? Alors, merci. Allô? Alors, Oui, allô? s'il vous plaît, j'ai des questions. Vous êtes là? Oui, on est là. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, je vous entends. Oui, s'il vous plaît, dans ce domaine, oui, s'il vous plaît, dans ce domaine, lorsqu'on parle d'ouvrage, cela veut dire quoi? Dans ce domaine, le domaine de projet, gestion de projet, lorsqu'on parle d'ouvrage, cela veut dire quoi? Parce que MOA, c'est maîtrise d'ouvrage. Je n'arrive pas à comprendre ce que cela veut dire d'ouvrage dans ce domaine. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez prendre une idée de projet pour faire sortir ces 5 phases que vous venez d'expliquer? OK. Donc, en fait, l'ouvrage, tout simplement, je prends l'exemple d'une application de recherche d'emploi par matching. L'ouvrage, ça sera l'application en elle-même, d'accord? Quand on fait référence à la notion d'ouvrage, c'est le produit, c'est le résultat qu'on cherche à avoir, d'accord? C'est tout simplement ça. OK? Maintenant. Allô, monsieur Daniel. Pour la formation des groupes, comment on va procéder? On va le faire sur Google Classroom, OK? D'accord, merci. D'accord. Mais Très bien. je vais savoir que j'ai fait partie. OK, très bien. OK, donc je vous donne, en fait, dans le but d'opérationnaliser ce qu'on a dit, moi, j'ai une idée. OK, je me rends compte que dans mon pays, il y a en fait ce qu'on appelle de la discrimination parce que voilà, je n'ai pas fréquenté une université réputée ou voilà, je n'ai pas été dans telle chose. Je me dis que voilà, les gens ils recrutent aujourd'hui en fonction de critères discriminatoires, tout simplement. Et donc, je décide tout simplement de faire ce qu'on appelle les recrutements anonymisés, OK? Et c'est tout simplement une application d'emploi par matching, d'accord? Donc là, je viens de faire en fait ce qu'on appelle, je viens de finir la phase d'idéation, ok? J'ai identifié un problème, j'ai trouvé une solution. Je dis, ok, mon problème c'est ça, les gens ne me recrutent pas parce que voilà, j'ai pas fréquenté telle école, parce qu'ils veulent des gens qui ont fréquenté telle école. Et donc, moi, je vais créer un système de recrutement qui met en fait en avant les compétences des gens, d'accord? Donc, ça, c'est la phase d'idéation. La phase de cadrage, ça sera quoi? La phase d'opportunité, c'est comment est-ce que je vais réaliser ça? C'est-à-dire, OK, donc je veux faire une application web, d'accord? Je veux faire une application web, je veux faire une application avec interface utilisateur RH et utilisateur étudiant et je veux que voilà, ça soit fait rapidement. Ça, c'est la phase d'opportunité. Je vois que le besoin, il existe, je vois que les gens sont intéressés. Et donc, maintenant, je me fais ce qu'on appelle la phase de cadrage. La phase de cadrage, c'est comment est-ce que je vais développer? Est-ce que je vais développer avec quel langage de programmation je vais faire le développement? Avec quel langage? Avec, comment dire? Sur quel serveur je vais héberger mon application? Sur quoi, par exemple,
quelle est la sécurité que je veux que pour mon application et en fait, combien est-ce que ça va me coûter, combien de temps ça va me prendre pour réaliser cette application-là de recherche d'emploi et tout ça. Et une fois que j'ai tous ces éléments, ça me permet de savoir clairement ce que je vais faire. Quand je sais clairement ce que je vais faire, je viens de finir la phase de cadrage. Alors, je vais maintenant dans l'entreprise qui a demandé le service pour dire, à partir de ce que tu m'as dit, voici ce que j'ai pu trouver et voici ce que je compte faire. L'entreprise accepte. C'est ce qu'on appelle le kick-off. Donc, l'entreprise donne son OK pour pouvoir réaliser ce que tu as dit que tu vas réaliser. Une fois que l'entreprise te donne le OK, tu fais maintenant ce qu'on appelle la réalisation, le développement pur et dur du logiciel. Donc, tu développes l'application, tu fais les tests, tu fais les modules, tu développes tout. Et quand tu finis de développer, maintenant, tu viens dire à l'entreprise, OK, j'ai fini de développer, je vais le mettre dans votre système d'information pour que vous puissiez le tester. Donc, c'est la phase de mise en production, la pré-production. La pré-production, ils ont fini de tester, ils t'ont fait un retour, telle chose ne marche pas, tu corriges, tu reviens, ils testent, tu fais un test de non-régression pour voir que les applications qui sont dans le même environnement ne continuent de marcher, de fonctionner normalement. Et quand tu finis tout ça maintenant, tu mets en production pour que tous les utilisateurs à qui tu souhaites faire bénéficier ce service-là puissent l'utiliser. Et une fois que tu finis de faire ça, tu fais ce qu'on appelle maintenant la phase de post-production, qui est tout simplement le fait, voilà, de suivre l'application que tu as développée pour voir si elle continue de marcher, d'appliquer les maintenances, les mises à jour nécessaires et tout ça. Et donc, c'est un peu, pour résumer, toutes les étapes dont on a parlé aujourd'hui. Voici voilà, de façon plus opérationnelle, à partir d'un projet, voilà, voici toutes ces étapes-là matérialisées. Merci, M. Memel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui. Allô? Oui. Alors, ma question a rapport directement avec le cours précédent. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui. En fait, quelle différence faites-vous entre la gestion de projet proprement dit et la gestion de projet de société de services en ingénierie informatique? Oui. Vous m'entendez? Vous pouvez reprendre. Quelle différence faites-vous entre la gestion de projet proprement dit et la gestion de projet de société de services en ingénierie informatique? En fait, la gestion de projet, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un domaine encore qui est un peu large. Il est large dans le sens où tu as de la gestion de projet de développement, tu as de la gestion de projet agricole, tu as de la gestion de projet informatique, tu as de la gestion de projet aéronautique, tu as de la gestion de projet robotique. Et c'est en fait, tout simplement, ces sous-domaines-là sont des applications de la gestion de projet à des domaines précis, tout simplement. Ah, ok. Merci, je comprends. Super. Moi, je suis presque déchargé. Je vais laisser, bon, le cours il est fini. Je vais laisser la parole à Montreuil pour qu'il puisse organiser, en fait, voilà, les groupes. Et puis, voilà, on se dit à vendredi. Non, on se dit, je vous enverrai aujourd'hui soir tous les fiches détaillées des groupes. Après qu'on me les communique, je vous enverrai pour chaque groupe les fiches détaillées des travaux à mener. Et puis, on va commencer dès cette semaine, voilà, avec les travaux, de sorte à ce que le vendredi, on est vraiment avancé pour pouvoir aborder le chapitre 2. OK? D'accord. D'accord. Blaise? Allô? Allô? Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre. Vous pouvez me joindre par WhatsApp, par mail. Je vous laisse mon WhatsApp.
c'est le 00221 00221. Numéro par Vous pouvez message, s'il vous plaît. l'écrire sur le chat, s'il vous plaît. Essayez d'envoyer le numéro par Alors, message. mais d'accord, vous aurez le numéro sur la classe ou par mail. Oui. Ça D'accord. serait mieux. D'accord. Merci, M. Memel, pour la Oui, présentation. j'ai une question. On va Oui, assez rapidement, je serai... J'ai une question pour M. Memel. Allez-y. C'est la dernière question. On vous écoute. Allez-y, Oui. Oui, M. Memel. Et concernant la gestion de projet et concernant la gestion de projet en ingénierie, de société de services en ingénierie informatique, est-ce que on peut pas être gestionnaire d'un projet? Est-ce qu'on ne peut pas être? Allô? On me confie, comme vous, qu'il y a un problème et on s'est proposé de le résoudre à partir d'un logiciel ou d'une application qu'on souhaite mettre sur le marché afin on a eu la phase d'idéation. Et d'idéation, on va passer à parler de cadrage, tout ça. Mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas avoir cette idéation, mais il y a quelqu'un d'autre qui a l'idée et il peut confier ce projet? Oui. OK, pour te répondre avant que je ne sois déconnecté, c'est possible. Souvent, les projets ne sont pas imaginés par vous. Ce sont des projets dont les premières phases, dont la phase d'idéation et la phase d'opportunité sont déjà faites. Voilà, et on vous donne en fait l'exécution et la préparation en fait de ce projet-là. Mais ce n'est pas dans tous les cas que c'est à vous d'imaginer en fait tout. Souvent, ça peut arriver, mais dans bien des cas, c'est quelque chose qui est déjà fait. Et donc, voilà, un chef de projet peut être amené à travailler sur un projet dont il n'est pas forcément l'initiateur. C'est bon pour vous? Non. Allô? 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 Oui, ça s'entrecoupe. Hein. Je n'entends pas ce que... La communication est difficile. Mais je voudrais savoir est-ce que l'audio du coup sera disponible sur Classroom parce que on a raté problème de connexion, j'ai pas du tout, ça a été très difficile la communication. Est-ce que l'audio ou bien la vidéo sera disponible sur Classroom alors est-ce que plus tard ou bien je ne sais pas. Oui, Germain, il sera disponible. Le document aussi sera disponible sur Google Classroom. Ne vous inquiétez pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup parce que la communication est très difficile. Je vais vous prendre le point un peu plus tard. Merci. D'accord. Ok, je vais devoir prendre congé de vous. Je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité. Et puis voilà, gardez en tête que voilà, à la fin de ce cours-là, vous saurez gérer en intégralité des projets informatiques de fond en comble. Dans toutes les étapes, vous serez des experts voilà, de la gestion de projets informatiques. Donc, gardez en tête, voilà, tout ce qu'on dit, relisez, réécoutez les audios. Et puis voilà, on s'est dit dans la semaine, bon, pour ceux qui veulent m'écrire, écrivez-moi, je vais vous répondre assez rapidement. Et puis voilà, merci beaucoup et puis bonne fin de soirée à vous. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de soirée à vous, monsieur. D'accord. Merci à vous. D'accord. Merci à vous aussi, les étudiants. Sur Google Classroom, vous trouvez, comme je l'ai déjà dit, la vidéo, les documents et vous pouvez toujours poser les questions dans les flux de discussion de Classroom. À bientôt.
D'accord. Bye bye, merci. Merci, à bientôt. D'accord.